Tim Hoff, j'ai 59 ans et je suis forgeron amateur depuis 10 ans. Mon grand-père était mécanicien. Un jour, on était tous les deux, il a dit qu'il allait se fabriquer un couteau. Je lui ai demandé comment il comptait faire. Il a forgé un couteau à partir d'une aile de voiture. Je m'appelle Paul Rasp, j'ai 42 ans. Je suis forgeron amateur et je travaille comme ingénieur électrique. J'ai longtemps travaillé pour la NASA. En tant qu'ingénieur, je comprends les phénomènes physiques, comme le traitement thermique. Mon métier m'a permis d'être un meilleur forgeron. Je m'appelle Cody Adelson, j'ai 29 ans et je suis... J'avais contacté Tyler Akbar, le gagnant du tournoi des armées. C'est lui qui m'a tout appris. J'ai dû aller dans le Wisconsin pour apprendre à ses côtés. Je m'appelle Gary Jiménez. J'ai 23 ans et je suis forgeron professionnel depuis 5 ans. Quand je suis dans la forge avec mes amis, c'est un vrai bazar. Tous les forgerons que je connais sont des gros geeks. Bienvenue à la forge. Vous avez tous les 4 décidé de participer à la plus grande compétition de forgerons. Elle se déroulera en 3 manches. À la fin de chaque manche, l'un d'entre vous sera éliminé. Toutes les décisions seront prises par les juges qui se trouvent derrière moi. Ce sont eux qui décideront lequel d'entre vous sera élu meilleur forgeron et repartira avec un chèque de 10 000 $. Vous devez avoir hâte de commencer, alors allons-y. Vos enclumes sont recouvertes d'un tissu. Retirez-le. Vous, 2 petits caissons et 2 verres remplis d'acier. Vous allez devoir fabriquer non pas 1, mais 2 couteaux identiques. Tiens donc, fabriquer 2 couteaux en 3 heures? On fait de l'acier de Damas en caisson. C'est stressant. Vous allez devoir fabriquer 2 couteaux en acier de Damas en caisson en respectant le critère suivant. Vos lames devront mesurer entre 18 et 23 cm de long. Ceux d'entre vous qui atteindront la deuxième manche devront ajouter faire des armes fonctionnelles. Les juges évalueront alors leur résistance et leur durabilité sur un fût métallique. Et leur résistance et leur tranchant sur un sac de frappe. Messieurs, vous avez 3 heures devant vous. Alors, bonne chance. Le chrono démarre maintenant. Des lames à partir d'un caisson, c'est inhabituel. Ils vont devoir faire plusieurs choses en même temps. À leur place, je m'occuperai d'abord d'un caisson et je passerai à l'autre. Il y a assez d'acier dans ces caissons pour faire des lames de 20 cm. Ouais, largement. Facilement, facilement. En général, je fabrique un couteau par mois. Là, je vais devoir en faire 2 en 3 heures. C'est de la folie. Pour ce défi, je vais faire moitié-moitié dans chaque caisson de façon à ce que les motifs soient similaires. Je vais bien fermer les caissons, mais je vais laisser un petit trou d'air pour éviter que la pression fasse exploser le couvercle. Ça serait dommage. Je vais les faire chauffer en même temps. Comme ça, si j'en sors un, j'ai toujours de quoi travailler. Voilà. Je sais que je peux terminer une lame. 2, c'est une autre histoire. Cody nettoie l'intérieur des caissons à l'acétone. C'est étonnant. C'est une bonne idée. Mais il faudra aussi nettoyer tout ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai mis les billes dans un caisson et les hameçons dans un autre. Qu'est-ce qu'ils sont tous mélangés? Les juges verront sûrement que je les ai séparés. Là, je vais les faire chauffer. C'est parti. Je ne suis pas fan de l'acier de Damas en caisson. S'il y a une délamination, le temps qu'on s'en rende compte, c'est déjà trop tard. En remplissant les caissons, je m'assure que la poudre aille bien partout, parce que je ne veux pas qu'il y ait de vide dans ma lame. Gary n'a pas pris le temps de nettoyer tout. C'est risqué. Ouais, je suis confiant. Ça va le faire. Je fabrique régulièrement des couteaux identiques dans ma forge. Alors le fait d'en réaliser 2 en même temps n'est pas un problème. J'ai rempli mes caissons et j'ai limé les couvercles. Parce que si on les soude à l'extérieur, ils risquent de sauter au moment de comprimer l'acier. Certaines personnes préfèrent enfoncer le couvercle dans le caisson pour éviter que la pression fasse exploser la soudure. D'accord. Ça me permet de bien les fermer sans laisser de trou d'air. Il vous reste 2 heures et 30 minutes. Si le caisson n'est pas à la bonne température, on ne peut pas souder. Une fois qu'on a atteint la bonne température, on laisse encore une dizaine de minutes. Quelle couleur ils doivent obtenir pour la première soudure? Du beurre fondu. On appuie bien sur les 4 côtés. Tim a la bonne couleur. Et ça fait un joli son bien clair. C'est bon. Nickel. Je vais pouvoir faire la même chose avec le deuxième. Quand on pense que c'est assez chaud, on attend encore 5 minutes. Il faut s'assurer que la pièce soit à la même température partout. Et pas seulement sur la surface. Si c'est mal soudé, le caisson risque de s'ouvrir et l'acier de s'échapper. Heureusement, ça ne m'est pas arrivé.
Cody a obtenu une bonne tente la première presse, c'est bien. C'est déjà compliqué de réussir en premier caisson. Je suis agréablement surpris, parce qu'avec les caissons, il y a toujours un facteur chance. Je sais plus où j'en suis. À la presse, mon premier caisson, celui avec les hameçons, est bien ressorti. Pour mon deuxième, comme on est 4, 2 étaient aux presses, et je suis impatient. La grosse bleue! Gary est passé directement sur la grosse bleue. C'est trop tôt. Généralement sur chaque côté à la presse. La grosse bleue, elle appuie en faisant bomber les côtés. La texture que je sens n'est pas solide. Si la soudure n'a pas pris, il risque d'y avoir des déformations, des fissures ou des délaminations. Alors, je décide de l'ouvrir pour m'assurer qu'il n'y ait pas de trou. Voilà ce que je voulais voir. Je suis soulagé. C'est joli. Je peux commencer à étirer l'acier. Messieurs, il vous reste 2 heures. Paul est passé à la vitesse supérieure. Il est sur la presse et il commence à sortir sa billette. Regardez comme son acier est froid. Oui, il ajoute de la tension à l'acier. C'est comme ça qu'on soude à la forge. La seule chose qui m'inquiète, c'est d'être trop concentré sur un couteau et d'oublier l'autre dans la forge. Ça m'a l'air pas mal. Je vais pouvoir le façonner. Ça avance bien. Je vais marteler des pointes pour en faire un couteau de camp drop point. C'est parfait pour planter et aussi pour trancher. Il me reste à finir les pointes, préparer ma soie et commencer à meuler. Ça prend forme. Je vais pouvoir façonner les pointes quand je l'aurai assez étiré. Il a l'air très à l'aise avec les machines. Il faut toujours se méfier des gens calmes. Ils ont tendance à se révéler durant la compétition. C'est une tâche doivent être identiques. Alors il faut les travailler de la même façon. Celle-ci est top. Ma première billette me résiste un peu, mais ça va. Presse! La deuxième... Oh, Gary! Elle est pas terrible, celle-là. Ouais, je sais. Vous voyez la ligne au milieu? Il y a un endroit où la soudure n'a pas bien pris. Je suis remonté comme un coucou. On y retourne. Si je laisse cette fiche éliminée, je n'ai pas le temps de recommencer. Ça s'annonce mal. Entre la chaleur, le stress et le chrono, je dois trouver une solution de toute urgence. Ça craint. Les délaminations sont apparues juste à temps. Je n'arrête pas de regarder le chrono et mon acier. Où tu te caches? Ah, voilà, je soude. Il faut que je comble les fissures sur ma billette. Sinon, je risque d'avoir de l'acier doux sur mon... C'est l'élimination assurée. La situation est loin d'être idéale, mais je peux au moins attaquer la soie. Messieurs, il ne vous reste plus que 60 minutes. Je travaille mes 2 couteaux en parallèle. Les soies sont prêtes. Maintenant, je vais attaquer les pointes. Je prends une billette, je meule la pointe qui me plaît et je la trace. Comme ça, je suis sûr que les... Je suis très confiant. Il ne me reste plus qu'à les rendre jolies. Les 2 lames ont une forme qui me plaît. Je suis prêt à tremper. C'est le moment de vérité. Je vais écouter si ça craque. Cody trempe ses lames. Il y a quelques déformations, mais c'est pas grave. Je vais régler ça à la meuleuse. Cody a trempé ses 2 lames. Celle-ci est nickel. Il n'y a pas d'en être arrivé là. Avec le temps qui me reste, je vais pouvoir présenter de belles lames au juge. Les couteaux doivent être identiques. Alors je vais coller mes 2 lames avec des pinces au moment de les meuler pour être sûr qu'elles soient identiques. Tim a attaché ces 2 lames avec une pince et il est en train de les meuler pour leur donner la même forme. C'est malin. Je vais passer un peu de temps sur le traitement thermique, parce que je sais que Jay va essayer des résistantes. Tim trempe sa première lame. Elle est parfaite, je l'adore. Je passe à la deuxième. Et là encore, c'est parfait. Je vais les façonner pour qu'elles soient nickel. En tant que cadre dans une grande entreprise, je sais gérer la pression. J'ai aussi été footballeur professionnel. J'ai joué devant beaucoup de personnes. Il faut avoir suffisamment confiance en soi pour prendre les bonnes décisions. Pas comment il a fait, mais Gary a réussi à faire des lames avec ses billettes écrasées. Gary a trempé sa première lame. Ça m'a l'air pas mal. Et maintenant, l'affreuse demi-sœur. Je n'entends pas de tintement ni de craquement. Ça me va. Je vois bien que mes lames ne sont pas parfaites. Mais ma priorité est de terminer un couteau. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ces détails. Paul trempe une lame. Voilà. Pas de défaut majeur.
Voilà trempé ces deux lames. Je vais les meuler un peu. À partir de maintenant, advienne que pourra. Je suis content de moi. 5, 4, 3, 2, 1. Éteignez vos machines, posez vos outils. Cette manche est terminée. Bravo, messieurs. Ces lames sont loin d'être... Mais j'ai réussi à finir malgré tous les obstacles. Messieurs, au cours de cette première manche, nous vous avons demandé de forger deux lames à partir de caissons carrés. Et d'après ce que je vois, vous vous en êtes très bien sortis. Mais voici venu le moment des critiques. Tim, vous êtes prêts? Oui, présentez votre travail. Tim, c'est du beau travail. Les grains ne sont pas parfaits, il y a quelques irrégularités par-ci par-là, et vous avez assez d'épaisseur pour corriger ça. Ici, il y a une petite bosse au niveau du tranchant, mais si vous passez à l'étape suivante, vous aurez l'occasion de l'effacer. Globalement, c'est du bon travail. Merci. Paul, c'est à vous. Paul, vos lames sont très similaires, l'une comme l'autre. J'aime bien le fait que vous ayez mis les hameçons dans l'une et les billes dans l'autre. L'acier est dur et belle. Si vous restez, il faudra les nettoyer un petit peu. Mais à part ça, c'est très bien. Bravo. Merci. Cody, à vous de jouer. Cody, vous avez prévu une belle longueur de soie. Vos lames sont bien droites et bien lisses. Les lames sont presque parfaites, si ce n'est quelques petits défauts. Mais bon, c'est très agréable de vous voir travailler. Bravo. Merci. C'est à vous. Gary, le tranchant des lames a été bien travaillé. Mais au niveau du dos de cette lame, on voit une bille qui n'a pas bien fusionné avec le reste. C'est la même chose sur le dos de celle-ci. Par ailleurs, les lames ne sont pas vraiment identiques. En plus, elles ne sont pas très longues. Il ne faudrait pas trop les raccourcir. Messieurs, vous pouvez être fiers de vous. Mais il ne doit en rester que 3. Les juges ont rendu leur verdict. La personne qui va quitter la forge est... Gary. Malheureusement, votre lame n'est pas de taille, et Jay va vous dire pourquoi. Vous vous êtes bien battu, et vous pouvez être fiers de vous. Mais vos lames ne sont pas tout à fait identiques, et surtout, il y a des délaminations qui affectent la structure et qui nécessitent plus de travail que vos concurrents. Voilà, ok. Gary, vous avez fait preuve d'abnégation. Merci pour votre participation. Malheureusement, la compétition s'arrête là pour vous. Je vais vous demander de remettre votre travail et de quitter la forge. Merci d'être venu. Je suis un peu déçu, mais je suis quand même fier de moi. J'étais venu pour m'amuser et rencontrer de nouvelles personnes, parce qu'on est tous des geeks qui aiment bien les trucs pointus. Félicitations à vous trois. Vous êtes qualifiés pour la deuxième manche de cette compétition. Pouvoir corriger les défauts que les juges ont relevés, ajouter un manche à votre lame et en faire une arme fonctionnelle. À la fin de cette deuxième manche, vos 2 couteaux devront être équipés d'une garde et 2 manches assorties. C'est pas vrai. C'est chaud de fabriquer 2 gardes et 2 manches en 2 heures. À la fin de cette deuxième manche, vous remettrez vos couteaux aux juges qui testeront leur résistance et leur durabilité sur un fût métallique. Et leur résistance et leur tranchant contre un sac de frappe. 2 heures pour terminer vos couteaux. Le chrono commence maintenant. Et c'est reparti. J'aime bien les épreuves où ils doivent ajouter un manche parce que ça teste leur qualité de finition. J'ai beaucoup de chance que mes lames aient plus un dos. Je commence par prendre un rivet en inox, du G10 et du laiton. La plaque de laiton est 2 fois trop large. Alors je laisse à la perceuse à colonne pour faire des trous dedans. Et je la coupe en 2. J'ai terminé le premier, et là je me rends compte qu'il faut faire le deuxième. C'est démoralisant. Paul est en train de s'agacer parce qu'il doit ajuster sa garde. Et ça semble être son feu. Visiblement, je n'ai pas fait beaucoup d'erreurs. Elle est prête. La garde est difficile à travailler, mais c'est un matériau solide. J'alterne entre la lime et la perceuse. Cody essaie de percer le trou de la soie dans sa garde. Ma garde ne tient pas comme je le voudrais, alors je décide de la souder. Qu'est-ce qui peut se passer avec une soie soudée? Ça annule le traitement thermique. Ma garde est ratée, elle est moche. Et au moins elle tient et il faut que j'avance. 30 minutes viennent de s'écouler. Il vous en reste 90. J'ai décidé d'opter pour une garde plate que je vais souder. Je suis content, je viens de fixer ma première garde. Et là je regarde, elle est à l'envers. Je l'ai fixée à l'envers. Je me sens trop nul.
Ça doit être crispant de regarder le chrono. Il doit finir cette lame. Et la deuxième. Ouais. Cette fois, j'ai fait attention de la souder dans le bon sens. Elle est en place. Mais je commence à me dire que je ne vais pas finir à temps. Les gardes sont fixés. Maintenant, je trace la soie sur le futur manche. Je perce des trous de la largeur de la soie. Quand j'enfile ma dernière pièce, je vois qu'il me manque 2 cm jusqu'à la garde. Tant pis, je mettrai une cale. Je prends un morceau de bois que je perce en 30 secondes. Je le mets au fond et j'ai mon manche. Le manche, c'est une galère. Et je ne peux pas me réjouir tant que je n'ai pas fini le deuxième. C'est pas une partie de plaisir. Pas faire non plus. Messieurs, il vous reste 45 minutes avant les tests. J'ai percé mes trous. Je commence à enfoncer le rivet. Non. Et là, il se tord. Quand on enfonce un rivet comme Cody l'a fait, et qu'il se tord, c'est l'enfer pour le ressortir. Je n'arrive pas à le sortir ni à l'enfoncer. Si ça résiste autant, c'est qu'il était mal aligné. Il faut un rivet dans le manche, sinon ils ne le testeront pas proche de la compétition. Et là, il vient de se prendre un mur. J'ai décidé de couper ce rivet et de percer un autre trou. Comme ça, je pourrais y placer un autre rivet. J'espère que l'époxy collera bien. Il aurait dû mettre plus d'époxy. Cette deuxième manche est en train de m'achever. Il vous reste 20 minutes. Les 2 manches sont collées. Ils forment des blocs. Il y a beaucoup de matériaux. Plusieurs participants se sont déjà fait trop gros, qu'il y avait des échardes ou qu'ils étaient tranchants. Paul façonne son manche. Il utilise une bande de 5 cm pour poncer le joint avec la cale. C'est une bonne idée. Mes manches sont moches, mais ils sont confortables. Et maintenant, j'ai 15 minutes pour aiguiser le tranchant de ces couteaux. J'ai désormais un couteau fonctionnel entre les mains. La prise en main des manches, ils sont encore un peu gros, mais je dois aiguiser mes lames pour qu'ils passent les tests. J'ai 10 minutes pour obtenir 2 manches identiques. Là, je panique un peu. Cody produit un énorme nuage de poussière. Il y a de la poussière de résine partout. J'avoue que je sais même plus trop ce que je fais. Aïe. Je me suis coupé. Je me suis entaillé le doigt. Reste 5 minutes. Ça craint. Le médecin a dû intervenir. Je saignais de partout. Vu sa situation, Cody n'avait pas besoin d'une blessure. Le médecin m'a fait un bandage. Il me reste encore un manche à terminer et les 2 lames à aiguiser. Et là, j'ai perdu le rivet. Le rivet est tombé. Cody va chercher des rivets. C'est pas vrai. Son trou est trop grand. Le rivet est tombé. Et l'époxy ne colle plus. J'ai remplacé le rivet. J'espère qu'il ne va pas tomber pendant les... 5, 4, 3, 2, 1... Éteignez vos machines, posez vos outils. Cette deuxième manche est terminée. Bravo. Ça a été compliqué. J'espère qu'ils vont tester mon couteau avec le rivet. Je ne sais pas s'il est encore là. Messieurs, bienvenue au test de résistance avec des fûts métalliques. Afin d'évaluer la qualité et la solidité de se percer ces fûts avec. Tim, à vous l'honneur. Vous êtes prêts? Oui, je vous en prie. Les manches ne sont pas très confortables. Mais j'espère qu'ils ne vont pas se blesser avec. Je suis un peu stressé. Tim, ils ont tenu. L'une de vos lames a perdu de son tranchant près de la pointe. Et celle-ci a subi des dégâts. Celle-ci, un peu moins. Elle est juste légèrement abîmée au niveau du tranchant. En revanche, leur point faible, ce sont leurs manches. Ils sont trop larges et trop carrés. Et le bord de la garde est un peu coupant. Fonctionnel, alors bravo. Merci beaucoup. Paul, vous êtes prêt? Oui, Parfait. j'ai peur que mes couteaux se cassent ou qu'il se passe quelque chose de dingue. Je n'ai pas envie de les voir se briser. Bien joué. Merci. Paul, vos couteaux sont très bons. Bravo à vous. Merci. Merci. Concernant la résistance, il y a un endroit qui s'est retourné sur cette lame. Mais la pointe est intacte. Il y a aussi quelques petits dégâts sur le tranchant de celle-ci. Mais les manches sont agréables.
Beau travail. Merci. Ouais. Cody, vous êtes en jeu. Vous avez raison. J'ai peur qu'ils refusent de tester l'un des couteaux si le rivet ne reste pas en place, ou si le manche est trop rêche à leur goût. Je serais très déçu s'ils ne testaient pas un de mes couteaux. Pour commencer, Cody, le plus gros défaut, c'est ce rivet qui dépasse. C'est désagréable au toucher, au niveau des doigts. Vos lames ont tenu le choc. Celle-ci a subi quelques dégâts, mais la pointe a résisté, alors bravo. Merci. Messieurs, bienvenue au test de tronc du sac de frappe. Jim, vous êtes prêts? Oui, c'est parti. Alors, Tim, cette partie-là a été très émoussée. Mais les deux couteaux ont très bien taillé et perforé les sacs de frappe. Donc, en résumé, vos lames peuvent couper. Merci. Paul, vous êtes prêt? Oui. Allons-y. Les zones qui ont subi des dégâts précédemment n'ont pas posé de problème. Pour la perforation et le tranchant, ça a été. Vos lames peuvent couper. Merci. Cody, vous êtes prêts? Oui. Allez. Bien joué. Cody, vos lames sont très bien aiguisées. Elles n'ont subi presque aucun dégât. Elles peuvent couper. Merci. Je veux m'adresser à tous les trois. Nous vous avons donné un défi difficile et toutes vos lames ont résisté à nos tests. Malheureusement, l'un d'entre vous va devoir nous quitter. Celui qui va quitter la forge est... Votre lame n'est pas de taille et Dave va vous dire pourquoi. Vous avez fait du beau travail avec ces couteaux. Mais les lames ont subi quelques dégâts et leurs manches étaient trop gros et trop inconfortables. Je comprends. Tim, au nom de nous quatre, merci d'être venu et d'avoir fait de votre mieux dans la forge. Malheureusement, la compétition s'arrête là pour vous. Je vais vous demander de quitter la forge. Merci. Et bonne chance à vous. De rien. Je suis un peu déçu, mais la victoire n'est qu'éphémère, alors que la forge fait partie de moi. Je serai forgeron jusqu'à ma mort. J'aimerais mourir avec un marteau à la main et une Guinness. Paul et Cody, félicitations à tous les deux. Vous accédez à la troisième et dernière épreuve. Vous allez retourner dans vos forges pendant 4 jours pour y fabriquer une arme historique. Voici ce que vous allez devoir forger. Une Cinque Dea. La Cinque Dea est de l'Italie au XVe et XVIe siècle. Le nom de Cinque Dea signifie 5 doigts et fait référence à la largeur de la lame au niveau de la garde. Mais la principale caractéristique de cette épée est sa lame triangulaire à double tranchant et ses gouttières de chaque côté qui allègent considérablement l'arme et lui permettent d'asséner des attaques mortelles. Une petite version de cette épée apparaissait déjà dans un épisode du Meilleur Forgeron où ses gouttières ont donné du fil à retordre à nos concurrents, et notamment à notre juge invaincu, Ben Abbott. Critère suivant. Votre lame, de la pointe à la fin du tranchant, doit mesurer entre 66 et 71 cm. Elle doit être à double tranchant et doit compter 6 gouttières de chaque côté. La garde doit être courbée vers la lame et le pommeau en forme de croissant. Je n'ai jamais forgé d'armes aussi grandes. Les 6 gouttières vont être difficiles à façonner. 6 de chaque côté, ça fait 12. Bonne chance, messieurs. À dans 4... Je suis à Homer Glen, dans l'Illinois, et je vais fabriquer une Cinque Dea. Je vais faire un acier damassé. Cody travaille très bien l'acier de Damas. C'est pour ça que moi aussi j'ai opté pour cette technique, pour que mon épée soit à la hauteur. L'avant de la billette commence à prendre forme. Je passe à l'arrière et... Oh non!
Elle s'est fait. Pas le temps de recommencer. Tant pis pour l'acier damassé. Ça prendrait trop de temps de tout recommencer. Je suis déçu, mais je vais utiliser un seul acier. J'ai une belle plaque de 80 CRV2. Ça pourrait être pire. Je pourrais ne rien avoir. Alors ça va. Aujourd'hui, je vais forger 2 billettes. La première avec du damas torsadé pour la garde et le pommeau, et la deuxième, plus grande, pour la lame. Je vais tout donner. L'acier de damas torsadé est difficile à forger. Il faut le manipuler quand il est très chaud pour pouvoir l'enrouler. J'ai torsadé mon acier. Je vais passer à la lame avec 25 couches de 15N20 et 1084. Nickel! Je n'ai pas pu faire tout ce que je voulais, mais je continuerai demain, c'est pas grave. La journée est terminée. Hier, j'ai abandonné l'acier de Damas. Je vais utiliser un seul acier. Alors, il faut que ce soit nickel et la finition. J'ai la forme de ma lame. Je vais appliquer un traitement thermique. L'épée est bien droite et ultra rigide. Je vais devoir ajouter les 12 gouttières. À la fin du deuxième jour, il faut encore que je fixe la garde et le pommeau, mais ça avance. Deuxième jour. Aujourd'hui, je vais finir de forger l'épée et creuser les gouttières. Je n'ai pas la main. Il faut veiller à tenir la lame bien droite et surtout à ne pas aller trop loin. Si je transperce ma lame, alors là, ça n'ira pas. J'ai terminé mes gouttières. Tout s'est bien passé. On va passer à la trempe. Mon four ne fait que 69 cm de long, alors que cette lame en fait 81. Je vais laisser la porte ouverte et l'entourer de fibres de verre afin de conserver la chaleur. Ma lame est dans le four, mais malgré la couverture, ça risque d'altérer la trempe et ça pourrait me coûter très cher. C'est pas bon. J'ai rajouté un morceau de couverture au-dessus de la porte. En fait, il y avait de l'air qui passait, mais désormais, c'est bien hermétique. Et ça a l'air de marcher. C'est parti! Je n'entends pas de bruit bizarre ni de craquement. La trempe s'est bien passée. J'espère pouvoir obtenir une belle épée. Elle est bien droite. Ce matin, je me sens bien. La lame est terminée. Je vais passer au manche. J'ai décidé d'intégrer des éléments de mon premier couteau. Alors, je l'ai utilisé un caisson avec des billes et un autre avec des hameçons. On voit bien la forme des billes. C'est sympa. Cinque Dea signifie 5 doigts. L'épée est censée être aussi large qu'une main, alors j'ai tenu à respecter ça dans un souci. Elle va bien passer à la télé. C'est le 4e jour. Je vais m'attaquer aux finitions de mon épée. Le tranchant est bien large. Mon manche est bien arrondi. Je vais pouvoir aiguiser ma lame. Paul a 10 années d'expérience de plus que moi. Mais je suis content de ce que j'ai fait. Mon acier est solide. On verra bien. Paul, Cody, ravi de vous revoir. Vous venez de passer 4 jours dans vos forges pour fabriquer de magnifiques épées Cinque Dea. Laissez-moi vous dire qu'elles ont l'air robustes, tranchantes et mortelles. Avant de passer au test, parlez-moi de ces lames. Paul, comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. C'est une lame en acier 80 CRV2 avec une soie pleine. J'ai forgé le manche à partir d'acier de Damas en caisson avec des billes et des hameçons. Magnifique. Tout s'est passé comme prévu. Ma lame est composée de 155 couches de 15N20 et 1084 ressoudées avec du 80 CRV2. Et la garde et le pommeau sont en damas torsadé. Vos 2 armes sont impressionnantes. Pour savoir qui repartira avec le titre de meilleur forgeron, nous allons les tester. En commençant par le test de létalité. Messieurs, bienvenue au test de létalité. De vos Cinque Dea, je vais lacérer ces carcasses de chèvres. Vous êtes prêts, Paul? Oui. Allons-y. Les chèvres ont une peau très épaisse. Entre les poils et la peau, l'épée va avoir du mal à pénétrer. On va voir. Paul, parlons de votre Cinque Dea. La prise en main est très bonne. C'est important, parce que le poids de l'épée est sur l'avant. Lorsqu'elle est en mouvement, je dois faire attention à la freiner pour ne pas me laisser emporter. Mais elle est extrêmement tranchante. Elle a fait de belles entailles. C'est une arme létale et je vous confirme qu'elle peut tuer. Merci. Au plaisir. Très bien.
J'ai hâte de voir si ma lame va résister et si le tranchant va tenir. Je sais qu'elle est tranchante, je l'ai testée chez moi, mais ici tout peut arriver. Alors, votre manche. Quand je le prends en main, il est parfait. Vos tranchants sont redoutables. La carcasse en a fait les frais. Et votre épée est maniable à une seule main. En un mot, votre Cinque Dea peut tuer. Merci. Messieurs, bienvenue dans le test de résistance avec des pots en terre cuite. Je vais prendre vos épées et faire exploser ces pots. Paul, on commence avec vous. Allez, je suis prêt. C'est parti. Bravo, Paul. C'est une belle arme, bien qu'un peu lourde. Le tranchant est absolument solide au début, et elle le reste à la fin. Félicitations. Merci. Cody, à vous. Lâchez-vous. Avec plaisir. L'acier est superbe et le tranchant n'est pas du tout abîmé. Votre lame est robuste, tranchante. C'est du beau travail. Bravo. Merci. Messieurs, bienvenue au test de tranchant, avec ce mannequin rempli de sable. Paul, vous êtes prêts? Oui. Allons-y. Paul, vous avez forgé un monstre de Cinque Dea. Elle est extrêmement tranchante. Chaque entaille est très profonde, elle est très perçante, même en ressortant. Les lacérations sont nettes. En somme, elle peut couper. Vous êtes prêts? Oui. Allons-y. Votre arme. Les émoutures sont très fines, donc votre lame est très tranchante. Les entailles sont tellement profondes que le mannequin ne tient plus debout. En somme, votre arme peut couper. Merci. Messieurs, vos deux armes ont passé les tests haut la main. Mais seul l'un d'entre vous repartira avec le titre de meilleur forgeron et un chèque de 10 000 $. Le vainqueur... Cody, félicitations. Paul, c'était très serré. Malheureusement, votre Cinque Dea n'était pas de taille et Doc va vous dire pourquoi. Vous pouvez être fier de vous. Vous avez forgé une très belle lame. Mais elle était beaucoup plus lourde que celle de votre adversaire et donc plus difficile à manier. D'accord. Paul, merci d'être venu et d'avoir fait de votre mieux. Mais je vais maintenant vous demander de quitter la forge. Super. Bravo, Cody. C'était la bonne décision. J'ai forgé une belle lame, mais Cody a été meilleur. Je n'ai pas démérité. Je suis fier de mon épée. Ça a été une super expérience. Je suis prêt à recommencer demain. Cody, félicitations. Vous êtes le meilleur forgeron et vous remportez un chèque de 10 000 $. Merci. La victoire, c'est la cerise sur le gâteau. J'ai découvert la forge sur le tard, mais c'est ma passion et je compte bien continuer. Merci Tyler. Je te suis extrêmement reconnaissant. Merci. Henry et Brandon. L'animateur s'adresse aux deux finalistes avec solennité pour leur annoncer la suite des événements. Il leur annonce qu'ils ont amplement mérité leur billet pour la grande finale, qui va consister à fabriquer une arme emblématique de l'histoire militaire au sein de leur propre forge familiale, là où ils disposent de tout leur temps et de leurs outils habituels. Ils dévoilent alors l'arme historique qu'on attend d'eux.
le célèbre sabre de cavalerie de la Grande Armée sous le règne de Napoléon. L'animateur profite de l'occasion pour leur donner un contexte historique passionnant sur cette arme. Légendaire. Ce sabre de cavalerie est historiquement l'une des armes les plus populaires en France. Et s'est avéré être l'une des plus redoutées sur tous les champs de bataille européens au début du XIXe siècle. Doté d'une longue lame à tranchant unique, fortement courbée vers l'avant et pointant distinctement vers le haut. Ce sabre a été spécifiquement conçu pour délivrer sa puissance destructrice maximale à chaque coup. De taille portée par les cavaliers en pleine charge. L'armée de Napoléon est restée dans les mémoires comme l'une des plus victorieuses de l'histoire militaire. Et il est de notoriété publique que les ravages causés par ce sabre particulier sur les troupes ennemies n'y sont pas étrangers. Pour illustrer ses propos, l'animateur montre au candidat une magnifique illustration d'époque dépeignant l'assaut héroïque de la cavalerie française pour défaire les armées russes lors de la célèbre et décisive bataille d'Austerlitz en l'année 1805. L'animateur demande ensuite aux deux finalistes d'être extrêmement attentifs aux critères stricts du cahier des charges qui leur est imposé pour cette épreuve finale à la maison. Leur réplique de sabre, mesurée précisément de la pointe extrême jusqu'à la garde, doit obligatoirement mesurer entre 71 et 76 cm de longueur. Les juges attendent une courbe prononcée et harmonieuse, un tranchant unique parfaitement affûté, ainsi qu'une gouttière longitudinale creusée de chaque côté du dos de la lame pour l'alléger. Concernant la poignée, celle-ci doit obligatoirement inclure un quillon protecteur du côté du dos de la lame, un orillon pour bloquer le fourreau, et un bouton de rivure solide à l'extrémité du pommeau pour sceller l'ensemble de la structure métallique. En écoutant ces exigences techniques pointues, Brandon sent une vague d'inquiétude l'envahir. Il confie qu'il n'est pas très serein face à la complexité de l'assemblage. Selon ses estimations, c'est certainement la fabrication de la poignée réglementaire et de ses éléments en bronze ou en acier qui va lui donner le plus de fil à retordre durant les 4 jours impartis. Admettant que c'est une technique d'orfèvrerie qu'il n'a encore jamais pratiquée dans sa carrière de forgeron. Il sait que cela s'annonce particulièrement compliqué et stressant. L'animateur conclut en leur disant qu'ils ont énormément de pain sur la planche pour relever ce défi historique, mais qu'ils ont déjà largement prouvé l'étendue de leur immense talent lors des étapes précédentes. Il leur souhaite une excellente chance à tous les deux et leur donne rendez-vous dans 4 jours. Sur le plateau pour les tests finaux. En se quittant, Henry et Brandon se serrent cordialement la main, s'adressant mutuellement un amical bonne chance à toi aussi avant de rentrer dans leurs états respectifs. Le premier jour de l'épreuve à domicile commence dans l'atelier d'Henry. Ce dernier aborde cette 3e épreuve avec une stratégie claire et ambitieuse. Son tout premier objectif est de réaliser un acier damassé complexe offrant un très joli motif géométrique qui ressortira magnifiquement bien après le passage dans le bain d'acide révélateur. Pour obtenir cet effet visuel, il doit empiler plusieurs couches d'acier différents, les souder à chaud, puis torsader la billette sur elle-même. Il explique que lorsqu'on vient torsader une billette d'acier multicouche à haute température, le risque technique majeur est d'y aller trop fort avec les outils de torsion, ce qui pourrait provoquer des fissures internes ou faire en sorte que le bloc se casse carrément en 2 morceaux inutilisables. Pour limiter ce risque catastrophique, il choisit de garder pas mal d'épaisseur sur son bloc de départ afin de sécuriser la matière. À la fin de cette première journée de travail intense, Henry fait le point avec satisfaction. Il a parfaitement accompli son objectif principal en réalisant une superbe billette torsadée et saine, bien qu'il reconnaisse être un tout petit peu en retard sur son planning initial de forgeage. Il reste serein en se disant que ce n'est que le premier jour et qu'il a encore le temps de rattraper le coup. Pendant ce temps, dans son propre atelier de l'Utah, Brandon démarre lui aussi les hostilités. Il a choisi d'utiliser comme métal de base un solide morceau d'acier de nuance 80 CRV. 2. Un matériau réputé pour sa grande robustesse et sa résilience au choc. Constatant que sa barre de départ est particulièrement longue, il se réjouit en se disant qu'il a largement la place nécessaire pour travailler sa forme.
Il commence le forgeage par donner à la barre sa courbe initiale caractéristique en frappant 2 grands coups réguliers sur l'enclume. Brandon explique que le point le plus difficile et le plus exigeant physiquement dans le fait de forger ce sabre de cavalerie entièrement à la main. C'est sans aucun doute de réussir à respecter scrupuleusement cette forte courbure historique tout au long du processus d'étirage. Il sait que cela va chauffer sec dans l'atelier pour modeler une telle longueur de métal. À la fin de sa première journée, le bilan est positif. Sa lame est entièrement forgée à la forme brute et il se dit très content de la taille globale obtenue. Pour le programme du lendemain, il prévoit de finir proprement le meulage des surfaces et de procéder à un traitement thermique rapide, qualifiant la tournure des événements de délicieuse. Le matin du 3e jour arrive déjà pour Henry, qui a travaillé d'arrache-pied la veille. Il a réussi à étirer sa billette de damas sur toute la longueur requise par le cahier des charges. En parallèle, il a également fabriqué de manière artisanale toutes les parties métalliques qui composeront son manche, à savoir le quillon, l'orillon et le pommeau. En observant son plan de travail, il pense qu'il est parfaitement dans les temps qu'il s'était fixés. Il doit maintenant passer à l'étape cruciale et redouter du traitement thermique global et de la trempe dans l'huile. Après avoir chauffé la longue lame à une température homogène, l'heure de vérité a enfin sonné pour lui. Il plonge le sabre dans le grand bac vertical. En le sortant du liquide fumant, une question l'obsède. Ma lame est-elle parfaitement droite ou non après le choc thermique? En posant l'œil sur le fil, le verdict tombe et il constate avec effroi qu'elle ne l'est pas du tout. C'est la cata totale, s'exclame-t-il avec désespoir, constatant que la trempe a complètement déformé et voilé la structure sur plusieurs centimètres. L'acier est certes bien dur comme requis, mais la lame est toute tordue et inutilisable en l'état pour les tests des juges. Fort heureusement, il sait que tout n'est pas encore perdu s'il agit vite. Il peut encore tenter de recommencer le traitement en chauffant à nouveau la lame pour annuler la trempe et redresser le métal à chaud avant de tenter une nouvelle immersion. Il retourne donc courageusement à la trempe en espérant de tout son cœur que cela se passera beaucoup mieux cette fois-ci. Après une seconde tentative stressante, il pousse un grand soupir de soulagement. Il constate qu'il a de la veine car même s'il reste quelques très légers voiles résiduels, il pourra toujours facilement rattraper cela à la meuleuse lors des finitions. Au début de ce même 3e jour, l'ambiance est beaucoup moins sereine chez Brandon. Il confie face caméra qu'il n'est pas très confiant concernant l'état structurel de sa lame. La veille, il a commis une erreur technique qu'il regrette amèrement. Il a procédé à la trempe de son grand sabre dans une huile qui était restée froide. Ce qui n'est pas très malin de sa part car une huile trop froide a tendance à rigidifier le métal de manière beaucoup trop brutale et à emprisonner des tensions internes destructrices. Il avoue qu'il avait tout simplement oublié de préchauffer son bac d'huile avec un bloc de métal chaud avant l'immersion. Son programme de la journée est donc obligatoire. Il doit impérativement repasser par une phase de recuit pour détendre l'acier, recommencer sa trempe dans une huile à bonne température, puis passer de longues heures à travailler la poignée en bois et la garde métallique. Après avoir réchauffé son huile et replongé le sabre, il examine le résultat avec anxiété. Voilà, ce dernier sait pertinemment que l'animateur n'y va pas de main morte lorsqu'il teste la résistance d'une arme artisanale. Sa plus grande inquiétude avant que le test ne commence est de voir sa lame se casser en deux à cause de la finesse de son profil. L'animateur saisit le scramasax et frappe le métal avec une violence impressionnante. Non, 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 s'exclame-t-il en constatant la robustesse de l'objet. Il déclare immédiatement que la prise en main est extrêmement agréable et sûre. Il ajoute qu'il s'est senti très serein en frappant fort avec ce tranchant. Après examen minutieux, il constate que le fil a été quelque peu endommagé sur une courte section. Mais il tempère aussitôt en affirmant qu'étant donné la dureté de l'objet contre lequel il l'a frappé, franchement, le résultat est carrément pas mal. Globalement, il salue le travail en disant que c'est du très bon boulot. Ce qu'Henry accepte avec un grand sourire et un merci sonore. L'animateur annonce ensuite la transition vers la seconde phase d'évaluation,
messieurs. Place maintenant au test de tranchant avec la découpe dynamique des tubes en caoutchouc suspendu. Matt est appelé en premier et confirme qu'il est prêt. L'animateur crie le signal du feu et tranche les tubes d'un geste vif. Le juge examine la poignée et déclare qu'il trouve l'ajout du cuivre très malin dans la conception. De la mitre. Soulignant que cette touche esthétique ressort très bien visuellement et vient ensuite parfaitement se fondre dans la masse du bois sombre. Cependant, en revenant sur l'état de la lame, il note que la section endommagée lors du test précédent a sacrément compliqué la tâche de découpe. Ce qui fait que la section des tubes en caoutchouc est loin d'être aussi nette et fluide que ceux qu'elle aurait pu être en temps normal. Il conclut tout de même que l'arme conserve une capacité fonctionnelle en disant qu'elle peut couper, ce que Matt valide d'un merci reconnaissant. Brandon se présente à son tour, confirme qu'il est prêt, et l'animateur lance le test. Le juge observe l'arme après la coupe et note que le manche est bien poncé et s'avère très agréable à tenir. En revanche, pour ce qui est des performances de coupe, il constate que le tranchant a été passablement malmené lors du test de résistance initiale et que cela s'est durement ressenti lors de ce second test. La découpe des tubes n'est pas parfaite. Et il y a plusieurs morceaux de caoutchouc effilochés qui pendouillent lamentablement de la structure. Mais le juge reste juste et reconnaît que malgré ces imperfections, le couteau remplit sa mission fondamentale et peut couper. Recevant un merci de la part du forgeron de l'Utah, Henry ferme la marche pour ce test de tranchant. À la question de l'animateur, il répond avec assurance « Oui, monsieur ». Le test est exécuté avec fluidité. Le juge prend la parole et commence par souligner que les teintes et la finition de cette édition sont d'une très grande qualité artisanale. Mais il reste rigoureux et fait remarquer que le test de résistance sur le pogo stick a lui aussi légèrement endommagé une section du fil. Il explique techniquement que si le couteau n'a pas réussi à couper intégralement le troisième tube en caoutchouc du premier coup, c'est uniquement parce que cette partie spécifique de la lame s'est retrouvée émoussée par les chocs précédents. Il valide néanmoins l'épreuve en confirmant que le couteau peut couper, ce qu'Henry accepte avec gratitude d'un merci courtois. L'animateur rassemble les trois artisans pour annoncer la fin de cette étape cruciale. Il leur explique que l'heure est maintenant venue pour les membres du jury de déterminer quels sont les deux d'entre vous qui auront le privilège de s'affronter en grande finale de cette compétition. Il leur demande de regagner temporairement les coulisses pour laisser les experts se concerter en toute confidentialité. Une fois les candidats sortis, les juges se regroupent autour de la table d'examen. L'un d'eux commence la discussion en remarquant qu'ils ont face à eux trois bons couteaux fonctionnels, mais qu'il faut impérativement faire un choix pour éliminer le moins performant. Il se tourne vers son collègue et lui demande son avis direct. L'expert répond qu'il hésite principalement entre le couteau d'Henry et celui de Matt pour la place des finalistes. Il propose de commencer l'analyse par celui de Matt. Il note que son tranchant a certes réussi à couper les tubes en caoutchouc, mais que c'est uniquement parce qu'il a été abîmé au préalable sur le pogo stick, sa lame étant devenue involontairement crantée par la force des choses, agissant presque comme une scie. Maintenant, en passant au cas d'Henry, il souligne que son tranchant n'est certes pas ressorti totalement intact du test de force, mais que la casse et les déformations ne sont pas aussi conséquentes ni aussi profondes que pour le couteau de Matt. Un autre juge prend la parole pour appuyer cette observation, affirmant que le couteau d'Henry est globalement très bien construit et équilibré. Il ajoute que même s'il y a effectivement de petits dégâts superficiels sur le fil, sa lame est restée entière et structurellement saine. En revanche, si on compare point par point et qu'on regarde les 6 premiers centimètres de la lame de Matt, on constate que le tranchant a littéralement disparu à la suite du test de résistance, ce qui constitue un point faible éliminatoire. L'animateur hoche la tête et déclare que c'est très bien entendu. Il demande ensuite son avis au dernier expert du panel. Ce dernier confirme que pour ce qui est du test de résistance initiale, aucun des trois couteaux ne s'est véritablement démarqué par une perfection absolue.
Mais il insiste sur le fait que celui de Matt est incontestablement celui qui a le plus d'avantages. Souffert sous les impacts. L'animateur conclut la délibération en disant que la situation lui semble maintenant tout à fait claire, mais pour en être absolument sûr avant de rendre le verdict public. Il demande une confirmation finale à chacun de ses collègues. Tous répondent par un oui franc et absolu, confirmant que leur choix est définitivement fait. L'animateur rappelle les 3 forgerons sur le plateau. Ils se tiennent côte à côte, le cœur battant. L'animateur prend la parole sur un ton solennel, leur disant qu'ils sont au coude à coude depuis le tout début de la compétition et qu'ils ont tous prouvé l'étendue de leur immense talent au fil des épreuves. Il admet que la décision finale était particulièrement difficile à prendre pour le jury tant les prestations étaient proches, mais que les juges ont dû trancher en appliquant strictement les critères techniques du cahier des charges. Il annonce alors le verdict tant redouté. Le candidat qui quitte la forge aux portes de la finale est Matt. L'animateur lui annonce avec respect que son couteau n'est malheureusement pas de taille face à ceux de ses concurrents. Et il invite le juge expert à lui expliquer en détail les raisons techniques de cette élimination. Le juge s'adresse à Matt avec beaucoup de considération, tenant tout d'abord à saluer la grande qualité esthétique et technique du couteau qu'il a présenté aujourd'hui. Il ajoute qu'il a particulièrement adoré le fait qu'il ait utilisé du cuivre massif pour concevoir sa mitre, trouvant l'effet visuel magnifique. Il lui explique ensuite avec franchise que tout s'est joué uniquement sur le test de résistance contre le pogo stick en acier, car c'est à ce moment précis que sa lame a subi des dommages bien plus importants et profonds que les 2 autres armes de ses camarades. Voilà pourquoi ils ont dû l'éliminer. L'animateur reprend la parole pour lui dire qu'il est malheureusement tombé sur plus fort que lui aujourd'hui et que la compétition s'arrête ici pour lui, concluant par un sincère merci pour sa participation. Matt accepte le verdict avec beaucoup de dignité, serrant les mains des juges en leur adressant un poli merci et un beau travail à ses concurrents. En quittant définitivement les coulisses de la forge, Matt livre ses derniers sentiments face caméra. Il explique qu'il comprend tout à fait leur choix rationnel basé sur l'état du tranchant après l'impact. Il reconnaît que le test de résistance était particulièrement costaud et exigeant pour le métal. Mais il ne cache pas sa déception face aux dégâts importants que son tranchant a subis à cause de sa trempe un peu trop poussée. Il qualifie cette aventure d'expérience marquante et enrichissante pour sa carrière de coutelier. Il avoue qu'en venant ici, il s'attendait fermement à ce qu'on le pousse dans ses retranchements les plus profonds. Et il ajoute avec un sourire ironique qu'il n'a franchement pas été déçu du voyage. Il ne reste désormais plus que 2 hommes en lice pour le titre suprême jaune vif. Dottie actionne la machine et constate avec soulagement que sa soudure semble tenir sous la pression. Elle prévient ses camarades d'un joyeux show devant en déplaçant sa billette vers la scie à onglets, pour couper les extrémités du caisson et vérifier le résultat. En jetant un œil à la tranche, elle se réjouit de tomber sur un acier solide et homogène, qualifiant le résultat de parfait. Pendant ce temps, Henry replace son propre caisson au feu pour une nouvelle chauffe. C'est à ce moment-là qu'un incident visuel attire l'attention de toute la forge. Des milliers d'étincelles blanches se mettent à jaillir violemment du foyer d'Henry. Les juges s'exclament que c'est le signe flagrant qu'un des matériaux à l'intérieur de son caisson est en train de brûler de manière incontrôlée, ce qu'on voudrait absolument éviter en temps normal. Étrangement, cela n'a pas l'air d'inquiéter Henry outre mesure. Il explique calmement qu'il a fait un tout petit trou dans la soudure du caisson pour éviter que les gaz ne s'accumulent et que le bloc n'explose. Ce que l'on voit s'échapper ainsi, c'est simplement un peu de poudre d'acier en surchauffe qui s'enflamme au contact de l'air, offrant à la galerie un magnifique feu d'artifice improvisé. Sans perdre de temps, Henry se rue vers la presse pour sceller définitivement son bloc. Pour assurer sa soudure, il file en direction de la grosse machine bleue, le marteau-pilon pneumatique. Après quelques passes vigoureuses, il constate que le caisson a parfaitement rempli son rôle et il est ravi de voir que tout s'est correctment consolidé. Sa billette est bien chaude et malléable.
ce qui lui permet de se diriger vers le marteau-pilon pour commencer à étirer la forme de sa future. Lame. Malheureusement, la situation est moins idyllique pour un autre candidat. Les juges remarquent que les soudures du caisson de Matt ne sont pas parfaites aux extrémités et qu'il est en train de perdre une quantité importante de poudre incandescente. Matt commence à se sentir confus et inquiet. Il tire son caisson du feu pour l'ouvrir. Le caisson s'ouvre sans trop de difficulté sous les coups de marteau, mais en inspectant le métal. Le forgeron se rend compte avec effroi qu'il a perdu trop de poudre d'acier durant la chauffe et que de profondes fissures se sont formées sur toute la longueur de la billette. Désemparé, il s'écrie que ce n'est pas vrai. En le voyant frapper sur l'enclume, les juges analysent le problème. Vu toutes les étincelles qui jaillissent lorsqu'il frappe dessus, ils en déduisent qu'il y avait trop d'oxygène emprisonné dans son caisson, ce qui a provoqué une décarburation et ruiné la cohésion de l'acier. Matt commence un peu à paniquer face au chronomètre qui tourne. Il décide d'utiliser la meuleuse pour voir si ces fissures sont très profondes ou s'il s'agit d'un simple défaut de surface. Il sait pertinemment que dans ce genre de situation, il faut très souvent tout recommencer depuis le début. Après avoir meulé énergiquement la couche supérieure, le constat est sans appel. Les fissures sont partout et traversent le bloc de part en part. Il n'y a aucune chance qu'il puisse en tirer quoi que ce soit de viable pour les tests de résistance. En regardant sa billette ruinée, il accepte la dure réalité, elle est fissurée de toutes parts. N'ayant absolument pas le temps de tergiverser s'il veut présenter une arme, il se dit qu'il faut qu'il agisse maintenant. Les juges compatissent à sa situation, soulignant à quel point cela doit être tellement frustrant pour un forgeron professionnel. Pour ne rien arranger, Matt se retrouve obligé de réutiliser le matériau le plus pénible à préparer pour en retirer l'acier. Utilizable. Il doit à nouveau se coltiner 10 longues minutes de décortication fastidieuse des ressorts du matelas pour assembler un second caisson de secours. Il sait que s'il se loupe encore une fois, il n'aura tout simplement pas de lame à présenter au jury à la fin des 3 heures. À l'inverse, Brandon affiche une grande sérénité. Il semble suffisamment sur des soudures de sa billette pour commencer à l'étirer vigoureusement avec la grosse machine bleue. Comme le choix de la forme de l'arme est totalement libre pour cette épreuve signature, il décide de s'orienter vers une arme historique qu'il affectionne particulièrement. Sa lame signature sera un copie grec. Une arme redoutable caractérisée par une courbure vers l'avant. Il sait que ce type de lame est réputé pour être très tranchant et que si le manche est bien conçu et très sympa, cela limitera grandement le risque de casse lors des épreuves de force. De son côté, Henry a choisi de réaliser un scramasax de viking. Un couteau lourd à un seul tranchant. Réputé pour être aussi performant à la frappe lourde qu'à la découpe minutieuse. Pendant ce temps, Dottie continue de travailler son acier à la presse. Mais sa billette paraît toujours trop épaisse aux yeux des juges, qui estiment qu'elle fait encore au moins 1 centimètre d'épaisseur. Ils remarquent que Dottie a l'air de fatiguer sous l'effort physique et pensent qu'elle devrait passer à une vitesse supérieure. Dottie confie qu'elle voulait éviter à tout prix d'utiliser la grosse machine bleue parce que le marteau-pilon et elle, ça fait 2, n'ayant pas l'habitude de dompter une telle puissance. Mais face à l'urgence du temps, elle se résigne et se dit qu'elle n'a plus rien à perdre. Elle décide d'y aller et constate avec une agréable surprise que la machine envoie une puissance phénoménale, au point qu'elle se jure de s'en acheter une pour son propre atelier dès son retour. L'animateur brise la concentration générale en annonçant qu'il ne reste plus que 60 minutes d'épreuve. Pour Matt, c'est une course contre la montre acharnée. Bien qu'il trouve fâcheux de devoir tout recommencer à zéro, il garde son calme et affirme qu'il sait qu'il travaille toujours mieux sous pression. Les juges se disent bluffés par la résilience d'Henry, qui a su parfaitement gérer son temps malgré ses étincelles initiales. Après avoir retravaillé la forme de sa lame, il est en avance. Les juges se souviennent également que Matt avait mis du papier dans son caisson dans l'espoir qu'il brûle proprement dans la forge, ce qui a été en partie le cas. Mais il se retrouve maintenant obligé de passer de longues minutes à la meuleuse pour retirer les
résidus de calamine et de carbone collés à la surface. Le forgeage touche à sa fin pour les plus avancés. C'est fou comme quelques coups de marteau bien placés à peine peuvent transformer une simple billette de métal informe en une lame élégante et agressive. Henry s'exclame que c'est parti pour l'étape cruciale, il va passer à la trempe. C'est un moment de grande tension dans la forge. Brandon y plonge également sa lame dans le bac d'huile chaude. Il se concentre. Écoutant attentivement les bruits du liquide pour voir s'il entend des craquements sinistres qui annonceraient une rupture du métal, mais ce n'est heureusement pas le cas. Il constate qu'il y a quelques petits défauts de surface. Mais il sait que la meuleuse arrangera tout cela rapidement. Les juges observent le poste de Doty avec inquiétude. L'un d'eux demande si c'est une illusion d'optique ou si le morceau d'acier de Doty est encore bien trop épais pour une lame de couteau. À son établi, Doty sue à grosses gouttes. Elle utilise la meuleuse pour tenter de retirer l'excédent d'acier. Mais elle a tellement d'épaisseur de matière que le travail ne va pas assez vite par rapport au temps restant. Le chrono défile inexorablement et elle se rend compte qu'elle n'a plus le choix. Il faut qu'elle passe immédiatement à la trempe même si le profil n'est pas parfait. Cela lui fait un peu mal au cœur de voir tout cet acier doux en trop sur sa lame. Mais elle se promet de la meuler jusqu'à la toute dernière seconde de l'épreuve pour affiner le Tranchant. De son côté, Matt a réussi l'exploit de forger une nouvelle lame solide. Il est temps pour lui de passer à la trempe pour pouvoir ensuite la meuler et la nettoyer. Les juges n'en reviennent pas et s'exclament que, nom d'un chien. Henry est lui aussi déjà à la trempe de sa seconde tentative. Ce qui est particulièrement impressionnant en si peu de temps. Henry inspecte son acier à la sortie du bain d'huile et se réjouit d'avoir de la chance. Aucune fissure n'est en vue et la lame est parfaitement droite. L'animateur entame le décompte final en annonçant qu'il ne reste plus qu'une minute avant la fin de la première manche. Les candidats jettent leur dernière force dans le polissage et le passage au bain d'acide pour révéler les motifs du métal. 5, 4, 3, 2, 1. L'animateur crie de couper les machines et de poser les outils, signalant que cette première épreuve est désormais officiellement terminée. Il salue les efforts des candidats, à la fin desquels le jury procédera aux éliminations. L'animateur présente les experts qui composent le corps des juges. Les hommes qu'il leur faut absolument impressionner par leur technique et leur créativité. Qui franchira les différentes étapes avec succès et qui rentrera chez lui bredouille. C'est eux et eux seuls qui le décideront au fil des tests. Pour la toute première épreuve, l'animateur dévoile le défi du jour en se tournant vers le décor. Derrière lui sont réunis tout type d'objets métalliques hétéroclites qu'on peut habituellement trouver dans un garage de particuliers. Le tas de ferraille comprend un vieux matelas à ressort, un trampoline usagé, des tringles à rideaux en fer, des pogo-sticks et même un lot de pinces à linge à l'ancienne. Malgré leur apparente diversité, ces objets ont tous une spécificité technique commune. Ils comportent des ressorts d'acier à haute teneur en carbone. C'est précisément ce matériau de récupération de haute qualité qu'on va demander aux candidats d'utiliser pour forger une lame selon la méthode du caisson. En observant les objets, Henry ressent une légère pointe d'appréhension. Bien qu'il ait déjà réalisé pas mal d'armes à partir de morceaux de récupération en acier, il reconnaît qu'il n'a jamais rien tenté d'aussi conséquent ni d'aussi complexe avec cette méthode spécifique, et il craint que cela ne devienne un problème pour lui durant l'épreuve. L'animateur annonce ensuite que l'ordre de sélection des objets a été tiré au hasard à l'avance. Une fois qu'un candidat a choisi un objet, celui-ci n'est plus disponible pour les autres. Brandon est le premier à être appelé pour faire son choix. Sans hésiter, il se tourne vers le trampoline. Il explique que lorsqu'il a vu cet objet, il s'est tout de suite dit que ce serait le plus facile et le plus rapide à démonter, ce qui lui permettra de perdre le moins de temps possible sur le chronomètre. Le jury valide son choix. C'est ensuite au tour de Doty de se prononcer. Son regard se pose sur le pogo-stick rouillé. Elle admet volontiers que tous les candidats auraient voulu obtenir le trampoline pour sa facilité d'accès, mais comme il est déjà pris,
Elle se rabat avec optimisme sur le deuxième meilleur choix possible à ses yeux. Le vieux pogo stick tout rouillé. Vient le tour d'Henri, qui avance avec assurance et désigne les pinces à linge. Son choix est purement technique, il sait pertinemment qu'à l'intérieur de ces pinces, les petits ressorts sont faits d'un acier très robuste. En combinant ces morceaux avec de la poudre d'acier fine dans son caisson, il est convaincu qu'il va obtenir un super mélange homogène après la fin soudure. Matt se retrouve donc le dernier à choisir, ce qui ne manque pas de le faire sourire ironiquement, constatant que c'est bien sa veine d'hériter des restes. Se retrouvant face au choix restreint entre le matelas et les tringles à rideaux, il analyse rapidement la situation. Il sait déjà que l'acier des tringles ne lui suffira pas en quantité pour faire une lame d'envergure, il choisit donc de prendre le matelas à ressort. Avant de lancer le chronomètre de 3 heures, l'animateur précise les règles de base de cette manche. Pour les 3 d'entre vous qui accéderont à la prochaine épreuve, il faudra ajouter un manche pour transformer votre lame en arme fonctionnelle. Elle passera alors plusieurs tests rigoureux sous la direction des juges. Il y aura d'abord le test de résistance qui se fera sur des pogo sticks, puis un test de tranchant net avec la découpe de tubes en caoutchouc suspendu. Après s'être assuré que les forgerons ont bien assimilé les consignes, l'animateur crie que la compétition commence maintenant. Pendant que les candidats se précipitent vers leurs établis pour désosser leurs objets respectifs, les membres du jury discutent entre eux de la pertinence des choix. L'un d'eux demande à ses collègues quel objet parmi les 5 ils auraient personnellement choisi s'ils avaient été à la place des candidats. Le premier répond sans hésiter qu'il aurait pris le trampoline pour le rendement de son acier. Le second approuve pour le trampoline, tout en ajoutant que les pinces à linge ne l'auraient pas déplu non plus, car on peut en mettre un paquet dans un caisson pour obtenir une belle densité. Le troisième juge avoue qu'il ne pensait pas que quiconque oserait prendre le matelas à ressort à cause de la complexité du démontage, mais qu'il est ravi que ce soit le cas pour observer le spectacle de sa destruction. Il ajoute en riant qu'ils ont trouvé l'homme idéal pour cette tâche en la personne de Matt, qui est déjà en train de déchirer le tissu à pleine main pour extraire les ressorts, tout en grognant que le matelas est vraiment l'enfer à préparer. Pendant ce temps, les juges soulignent que Dottie a été très maligne en optant pour le pogo stick, ce qui lui permet d'aller tout de suite à la scie pour découper le cadre métallique. Quant à Henri, son rythme de travail impressionne. Il retire les petits ressorts des pinces à linge avec une telle dextérité qu'on dirait qu'il retire des têtes de crevettes, montrant ainsi qu'il a l'habitude des tâches minutieuses. À son établi, Henri prépare soigneusement son caisson métallique. Sa technique consiste à tapisser l'intérieur du caisson de blanc correcteur liquide afin d'éviter que le mélange ne colle aux parois lors de la chauffe. En gros, cette astuce évite que l'acier carbone destiné à la lame n'adhère à l'acier doux qui compose le caisson sacrificiel. En observant les établis, les juges commentent cette méthode. L'un d'eux remarque que les caissons font à peine 2,5 cm d'épaisseur et qu'à leur place, il ne s'embêterait pas avec le blanc correcteur, préférant laisser la chaleur de la forge le brûler naturellement pour ensuite meuler le reste. Henri, concentré, estime qu'il est temps de remplir son caisson, n'ayant jamais réalisé de lame de couteau à partir d'acier provenant de pinces à linge. Il commence par verser une fine couche de poudre d'acier au fond avant d'intégrer harmonieusement les morceaux de son ressort. Il tapote régulièrement sur les côtés du tube pour m'assurer que la poudre remplisse parfaitement tous les espaces vides. Selon lui, plus l'intérieur du bloc sera compact, plus la soudure initiale par forgeage sera de qualité. Il sait que 3 heures de temps réglementaire, c'est bien trop peu pour forger une lame complète à partir de morceaux disparates. Mais il est déterminé à donner le maximum de lui-même pour y parvenir. Du côté de Matt, la stratégie de préparation du caisson est différente. Ce qu'il recherche avant tout, c'est d'obtenir une couche de protection efficace entre l'acier du caisson et la surface de l'acier qu'il va devoir travailler. Il a donc choisi d'utiliser du simple papier journal pour tapisser l'intérieur, trouvant cette méthode avantageuse parce qu'au moins, il n'a pas à attendre que le blanc correcteur sèche avant d'enfourner
Les juges observent cette technique avec un certain scepticisme, rappelant que lorsqu'on place le caisson directement dans la forge, le papier se transforme inévitablement en cendre sous l'effet de la chaleur extrême. Le papier ne colle alors plus vraiment au métal et il faut croiser les doigts pour qu'il reste bien en place et joue son rôle de séparateur. Brandon, de son côté, aborde l'épreuve avec une grande confiance. Habitué à s'entraîner régulièrement avec de la ferraille de récupération, le trampoline lui a tout de suite paru être une aubaine. Il remarque que la plupart des autres candidats prennent leur caisson et le remplissent entièrement de poudre pour cimenter l'extérieur et lier les morceaux. La raison pour laquelle il ne fait pas cela, c'est qu'il aime travailler l'acier pur directement. Si ses calculs sont exacts et qu'il parvient à réaliser sa lame exactement comme il la visualise dans sa tête, cette méthode apportera de la légèreté à l'ensemble et lui conférera plus de flexibilité Structural. ce qui permettra à l'arme de mieux absorber les coups violents lors des tests et d'éviter la casse ou les fissures fatales. L'animateur élève la voix pour annoncer qu'une heure s'est déjà écoulée depuis le début de l'épreuve. Les juges rappellent un principe fondamental de la coutellerie de compétition. Lorsque les candidats échouent sur des épreuves avec des caissons métalliques, c'est souvent parce que leur préparation initiale a été mal réalisée ou qu'ils n'ont pas laissé le bloc assez longtemps au feu pour atteindre la température de fusion idéale. À son poste, Matt surveille attentivement la couleur de son bloc dans le foyer, sachant que s'il manque de chaleur, la soudure de la poudre ne va pas correctement se faire à l'intérieur du caisson. Soudain, les regards se tournent vers Dottie qui se dirige vers la presse hydraulique. Les juges constatent que son caisson a l'air d'être chaud comme il faut. Arborant une belle couleur, les gestes de sécurité ne peuvent absolument pas continuer pour vous. Le présentateur reprit la parole avec beaucoup de compassion pour annoncer la sentence finale. Brandon. Je vous remercie sincèrement d'être venu jusqu'ici pour nous montrer l'étendue de votre talent et votre grand cœur envers les vétérans. Mais la compétition s'arrête malheureusement ici pour vous ce soir suite à cette rupture. Je vais devoir vous demander de bien vouloir quitter la forge de manière définitive. En rassemblant ses affaires et les débris de son sabre pour quitter le plateau, Brandon Androski confia ses impressions face à la caméra, affichant une belle dignité malgré la déception légitime qui se lisait dans ses yeux. « J'ai un sentiment profondément partagé ce soir », avoua-t-il avec franchise. « J'ai certainement raté quelque chose d'essentiel au moment de ma gestion des températures lors de la trempe ou du redressage de la lame dans mon atelier, ce qui a causé ces micro-fractures fatales. Mais, ajouta-t-il avec une grande élégance d'esprit en regardant son rival, il faut reconnaître que le sabre de cavalerie en damas de Henry est tout simplement incroyable de performance et de beauté de toute façon, et il mérite amplement sa victoire. Pour ma part, conclut Brandon avec un grand sourire chaleureux. C'était une expérience humaine et professionnelle absolument extraordinaire et enrichissante du début à la fin. Cette aventure m'a énormément apporté sur le plan technique et personnel. Et je ne regrette absolument pas d'avoir pris le risque de participer à cette émission. Je rentre chez moi dans l'Utah pour continuer à forger pour mes vétérans. Chapitre 19. Le sacre du forgeron. Après le départ d'un Brandon applaudi par l'ensemble du plateau, Henry Walker se retrouva seul au centre de la forge, le visage baigné par l'émotion de ce dénouement incroyable. Le présentateur officiel de l'émission s'approcha de lui, un immense sourire aux lèvres, et prit la parole d'une voix forte qui résonna dans tout le studio. « Henry Walker, vous n'avez plus aucun concurrent en lice face à vous ce soir. Votre sabre de cavalerie en acier damassé a survécu avec brio à toutes les épreuves destructrices de nos experts. De ce fait, vous êtes officiellement sacré le grand vainqueur et le meilleur forgeron de cette compétition. Et vous allez recevoir immédiatement des mains du jury un chèque d'une valeur de 10 000 $, ainsi que le trophée tant convoité. » Un tonnerre d'applaudissements éclata alors dans l'atelier, les juges se levant pour saluer la performance exceptionnelle de l'artisan de l'Oklahoma. Le présentateur se tourna vers Henry et lui demanda avec malice. « Alors, Henry, quelles sont vos premières impressions après ce sacre ?» Henry,
les larmes aux yeux et les mains tremblantes de bonheur. Regarda le chèque et le trophée qu'on venait de lui remettre. Il laissa échapper un soupir d'incrédulité et répondit d'une voix coupée par l'émotion. « J'en reviens pas du tout, c'est tout simplement un rêve éveillé pour moi. » Les 3 juges s'approchèrent de lui pour le féliciter personnellement et lui serrer la main. Le juge principal lui dit avec beaucoup de respect, « Henry, vous nous avez présenté aujourd'hui un très beau sabre de cavalerie, tant sur le plan historique que sur la maîtrise technique de votre Damas torsadé. Toutes nos félicitations pour cette victoire amplement méritée après votre départ catastrophique du premier tour. » Face à la caméra pour ses toutes dernières impressions de fin d'émission, Henry Walker, arborant fièrement son trophée de champion, prit le temps de savourer son bonheur et de mesurer le chemin parcouru depuis son atelier de Hobart. « Je ne réalise pas encore tout à fait ce qui m'arrive ce soir tant l'émotion est forte, » confia-t-il avec un grand sourire de bonheur. « Mais j'ai bien vu de mes propres yeux au cours de la journée que mon sabre de cavalerie a été extrêmement performant et solide sur l'ensemble des tests destructeurs de Doug, ce qui valide toutes mes années de travail acharné à la forge. J'ai eu de superbes commentaires et de magnifiques compliments de la part de ces grands experts sur la qualité de mon travail de coutelier. Et je peux vous dire que je suis profondément fier de ce que j'ai réalisé de mes propres mains. Aujourd'hui, je m'appelle Henry Walker, conclut-il en levant les yeux vers le ciel avec une immense fierté. Et je suis officiellement le meilleur forgeron. C'est tout simplement génial et merveilleux pour la suite de ma vie. Mon nom est Henry Walker, j'ai 46 ans et je viens de Hobart, une petite localité située dans l'État de l'Oklahoma. Depuis environ 10 ans, j'exerce le métier de forgeron avec une passion qui ne s'est jamais démentie. Mon entrée dans cet univers s'est faite de manière assez insolite, à la suite d'une mésaventure personnelle. J'avais perdu un couteau fétiche que je trimballais absolument partout avec moi. Un outil précieux auquel je tenais énormément. En racontant ma mésaventure à mon meilleur ami, celui-ci s'est ouvertement moqué de moi, affirmant que j'étais incapable de fabriquer un outil de cette qualité par mes propres moyens. Il ne m'en a pas fallu plus pour piquer mon orgueil. Sur un coup de tête, je me suis mis à la forge avec la ferme intention de lui prouver qu'il avait tort. Et c'est ainsi que cette discipline est devenue le centre de ma vie. À l'autre bout du pays, d'autres artisans partagent cette même ferveur pour le métal en fusion. Dottie Derry est une jeune femme enthousiaste qui vient d'une charmante petite ville de Californie, appelée Woodland. Son parcours a débuté de façon tout aussi inattendue. Un jour, sans occasion particulière, sa sœur lui a offert un kit de débutant pour réaliser un couteau artisanal. Ce fut une véritable révélation. Elle a instantanément adoré cette expérience manuelle. Pour un cadeau simple qui avait dû coûter environ $80 à sa sœur, Dottie a compris qu'elle venait de trouver sa vocation et qu'elle pourrait bientôt s'équiper convenablement pour explorer cet art à plus grande échelle. En arrivant sur le plateau de l'émission, l'excitation est à son comble. En croisant Henry, elle le salue chaleureusement. Henry lui demande comment elle va. Et Dottie répond avec un grand sourire qu'elle n'a dormi que 2 heures mais qu'elle pète la forme, prête à affronter tous les défis. Un troisième candidat les rejoint, partageant un sentiment de fatigue similaire mais affichant une détermination sans faille. Il s'agit de Brandon Androski, un homme de 38 ans originaire de Provo, dans l'État de l'Utah. Forgeron professionnel aguerri, Brandon explique qu'il a lui aussi un bébé à la maison, ce qui explique ses courtes nuits. Son amour pour la forge remonte à sa plus tendre enfance. À l'âge de 8 ans, il a emprunté un livre sur les Vikings à la bibliothèque municipale. Les pages de cet ouvrage détaillaient minutieusement les outils qu'ils utilisaient et leurs techniques de forge ancestrale. Le jeune garçon s'est alors dit que c'était exactement le genre de choses qu'il voulait faire de sa vie. En grandissant, Brandon a développé une grande sensibilité envers les autres, notamment envers ses nombreux amis qui ont servi dans l'armée américaine. Conscient qu'il est souvent difficile pour eux de retrouver un équilibre en rentrant à la maison, il a instauré une noble tradition dans sa propre forge.
Chaque vétéran de guerre se voit offrir un cours gratuit de fabrication de couteaux. Une activité manuelle idéale pour apprendre à se canaliser et à évacuer le stress. Brandon caresse d'ailleurs le rêve d'ouvrir un centre dédié pour les aider davantage à travers l'artisanat. Le 4e membre de ce groupe est Matt Danielson, un homme rigoureux de 40 ans. Il est le directeur d'une petite école de coutellerie réputée à Salt Lake City. Pour cette aventure, Matt sait qu'il peut compter sur le soutien indéfectible de sa femme et de ses 4 enfants, qui l'encouragent de toute leur force à distance. C'est avec une immense fierté qu'il participe aujourd'hui à la célèbre compétition du meilleur forger. Son objectif est clair. Il espère vraiment l'emporter pour faire rayonner encore davantage cette passion qui est la sienne et valoriser le travail de son école. Les 4 candidats se tiennent désormais alignés face aux membres du jury. L'animateur prend la parole pour lancer officiellement les hostilités. Il leur souhaite la bienvenue dans la forge et leur rappelle l'enjeu de leur présence en ces lieux. Ils s'apprêtent tous les 4 à vous lancer dans une compétition de haut niveau qui offrira à l'un d'entre eux le titre prestigieux de meilleur forgeron, ainsi qu'un chèque de 10 000 $. Cette compétition se déroule en 3 épreuves successives. Globalement, Henry, conclut-il d'un ton théâtral. Votre sabre de cavalerie remplit parfaitement sa fonction historique. Il peut tuer. Henry laissa échapper un grand soupir de soulagement et répondit simplement merci au juge pour ses éloges. Le présentateur appela ensuite le 2e finaliste, Brandon. C'est maintenant à votre tour de soumettre votre sabre au test de létalité de Doug. Êtes-vous prêt? Brandon hocha la tête et répondit d'une voix tendue prêt. Doug prit le sabre de Brandon en main, constatant immédiatement la différence de poids et de longueur par rapport au précédent. Il lança d'un ton encourageant. C'est parti pour le test. En observant le juge s'installer devant une nouvelle carcasse de viande, Brandon confia son immense anxiété aux caméras. Vu l'extrême longueur de ma lame de sabre et le fait que j'ai dû refaire ma trempe en urgence à cause de l'huile froide, je suis à cet instant très inquiet concernant sa résistance mécanique réelle à l'action et à l'impact violent avec les cadres à sucre d'épaisseur, expliqua-t-il. Pour lui, l'expression populaire bien connue dans le milieu de la forge ça passe ou ça casse prenait aujourd'hui tout son sens le plus littéral et le plus terrifiant. Doug leva le grand sabre de Brandon au-dessus de sa tête et asséna un coup de taille d'une puissance phénoménale directement au cœur de la carcasse de viande. La lame s'enfonça profondément dans les tissus, coupant les cannes à sucre intérieures avec un bruit de fracas important, bien que le mouvement ait paru un peu plus lourd et moins fluide qu'avec le sabre d'Henry. Doug retira l'arme de la carcasse, l'examina attentivement sous toutes ses faces et s'adressa directement à l'artisan de l'Utapur. Lui livrer ses impressions techniques. Bien, Brandon, commença-t-il d'un ton analytique. Commençons d'abord par évaluer votre manche bicolore façon la fiancée de Frankenstein comme vous l'avez baptisée avec humour. Je dois reconnaître que le bronze véritable que vous avez ajouté pour la calotte du pommeau apporte un contrepoids très agréable et se cale parfaitement dans la paume de ma main lors des mouvements de force. Mais, poursuivit Doug en fronçant les sourcils tout en observant l'alignement de la lame sous un angle précis, j'ai noté un défaut géométrique non négligeable sur votre œuvre. Votre longue lame est visiblement décalée par rapport à la base de la garde métallique. Elle est légèrement déviée vers la droite de quelques degrés. De ce fait, expliqua le juge en mimant le geste de frappe, à chacune de mes frappes puissantes sur la cible. Et comme votre lame est plutôt épaisse et lourde sur son dos, on ressent une torsion parasite désagréable dans le poignet en fin de mouvement de coupe-quart. L'énergie ne se propage pas de manière parfaitement rectiligne. Mais, conclut Doug pour rassurer le candidat, le sabre a survécu à l'impact et globalement. Votre sabre remplit sa fonction, il peut tuer. Brandon afficha un sourire de soulagement et répondit qu'il était ravi de l'entendre de la bouche de l'expert. Chapitre 18. Le test de résistance et le drame de l'acier. Le présentateur prit à nouveau la parole pour guider les 2 finalistes vers la dernière étape décisive de la compétition. Messieurs,
Il est maintenant temps de passer au redoutable test de résistance mécanique, qui va s'effectuer à l'aide de pastèques d'épaisseur posées sur des crânes en résine balistique. Ultra dur afin de simuler la dureté des équipements de protection et des os de la tête. Il se tourna vers l'artisan de l'Oklahoma, Henry. Vous êtes prêt à voir votre sabre en damas soumis à ce traitement de choc? Henry hocha la tête, le regard concentré, et répondit d'un ton ferme, prêt. Doug prit le sabre d'Henry en main, se positionna face au premier crâne surmonté d'une pastèque et, sans perdre une seconde, lança l'assaut. Bien, allons-y, s'exclama-t-il en abattant l'arme d'un geste vertical ultra puissant. La lame fendit la pastèque en 2 moitiés parfaites avant de venir percuter le crâne en résine balistique dans un bruit de choc sec et violent qui projeta des éclats tout autour de la zone 2. Test. Doug se tourna vers Henry avec un grand sourire et s'exclama avec humour. Désolé pour le bazar que je viens de mettre sur le plateau. Doug prit le temps d'inspecter minutieusement l'état de la lame en damas après cet impact extrême contre la résine dure. Il s'adressa à Henry d'un ton très élogieux. Je tiens à vous féliciter chaleureusement une nouvelle fois pour le choix du poids plume et de la légèreté de votre sabre de cavalerie, cela démontre une maîtrise parfaite des émoulures. Votre ruban de damas a vraiment cette place d'honneur aujourd'hui sur le plan esthétique. En faisant glisser son ongle le long du fil tranchant pour détecter les moindres anomalies. Doug nota un détail, en revanche. Votre tranchant a visiblement subi de légers dommages de surface suite à l'impact contre la résine dure du crâne. Il montra une petite section de la lame en disant « Je peux pincer mon ongle sans aucun problème sur cette section précise où l'acier a légèrement roulé sur lui-même. Mais je constate que cela ne l'empêche absolument pas de continuer à couper efficacement si nécessaire. C'est donc un excellent résultat global. Bravo à vous. » Henry Walker afficha un grand sourire de fierté et répondit merci beaucoup au juge. Le présentateur se tourna enfin vers le dernier candidat en lice, Brandon. Vous êtes prêt pour votre propre test de résistance mécanique? Brandon prit une profonde inspiration pour masquer son stress immense et répondit près d'une voix blanche. Il savait que l'avenir de sa compétition se jouait sur les prochaines secondes. Doug prit le sabre de Brandon, s'installa devant le deuxième dispositif de test et abattit l'épaisse lame de 80 CRV2. Avec toute la force physique dont il était capable directement sur le sommet du crâne en résine balistique. Un terrible bruit de rupture métallique retentit alors dans toute la forge, suivi instantanément du bruit mat d'un morceau de métal tombant lourdement sur le sol en béton. Le sabre de Brandon venait de se casser net en 2 morceaux sous l'effet de l'impact, la moitié supérieure de la lame ayant volé en éclats. Un grand silence de mort s'abattit instantanément sur le plateau de l'émission. Les visages d'Henry et de Brandon se figeant de stupeur. Doug ramassa délicatement les 2 morceaux de l'arme brisée pour examiner la section de la cassure. À la lumière des projecteurs. Son visage était grave lorsqu'il s'adressa à Brandon pour lui livrer son analyse technique. « C'est terrible ce qui vient de se passer », commença-t-il d'un ton désolé. « Bien. On a malheureusement 2 ou 3 petits problèmes structurels majeurs à constater sur cette section de rupture. » Doug montra le métal intérieur aux autres juges et expliqua techniquement. En observant la cassure à la loupe, on s'aperçoit immédiatement que le grain de l'acier est extrêmement épais et grossier à cet endroit. Précis. Vous voyez sûrement le reflet de la lumière de là-bas qui scintille sur les gros cristaux de métal. Ce qui est le signe caractéristique d'une surchauffe de l'acier lors de la forge. L'autre problème majeur et flagrant, poursuivit le juge en pointant du doigt les flancs de la zone de rupture, c'est qu'il y a plusieurs zones visiblement noircies à l'endroit exact où le sabre s'est cassé en 2. C'est le signe indéniable et la preuve absolue que l'acier avait subi de multiples microfractures internes antérieures lors de vos différentes manipulations de redressage à chaud. Le juge David intervint depuis son estrade pour apporter une précision métallurgique cruciale. Voilà la preuve évidente que votre deuxième traitement thermique de sauvetage n'a malheureusement pas suffi du tout à affiner le grain de l'acier et à réparer les dégâts structurels initiaux causés par la trempe ratée dans l'huile froide.
l'acier étant resté beaucoup trop fragile et cassant comme du verre sous l'effet d'un choc violent. Doug conclut l'évaluation d'un ton solennel mais empreint d'une grande équité. Quoi qu'il en soit de ces explications techniques, regardez le résultat concret devant vous. Brandon. Votre sabre de cavalerie avait certes prouvé lors du premier tour qu'il pouvait couper efficacement la viande, mais malheureusement pour vous, le test de résistance sur le crâne balistique a eu définitivement raison de sa structure. Votre lame est aujourd'hui cassée en 2 morceaux. Ce qui constitue, selon les règles strictes de notre émission, une défaillance catastrophique et Eliminatoire immediate. car en l'état actuel de l'arme, les tests d'urgence des dernières heures de travail. Il constata en regardant sa montre que c'était déjà le 4e jour de l'épreuve et qu'il avait encore un volume incroyable de choses accomplies avant l'heure du départ. Son programme comprenait les finitions de surface de la lame, le polissage minutieux, puis l'étape spectaculaire de la révélation du damas par immersion dans un bain d'acide sulfurique. Pour optimiser son temps précieux, Henry décida d'utiliser intelligemment les minutes d'attente requises par le traitement chimique. Il expliqua qu'il profitait pleinement du bain d'acide de sa lame pour finir d'ajuster les éléments de son manche. Il avait choisi une technique exigeante qu'il n'avait encore jamais testée de sa carrière. Il n'avait encore jamais recouvert un manche de bois avec une bande de cuir véritable collée et, après avoir appliqué le cuir noir sur le bois sculpté, il contempla le résultat et admit avec une joie non dissimulée que le résultat final était beaucoup plus sympa et élégant que ce qu'il avait anticipé au départ dans ses croquis. Quelques minutes plus tard, il sortit la longue lame du conteneur d'acide et l'essuya délicatement. En observant les magnifiques motifs de vagues contrastés gris et noirs qui venaient d'apparaître sur l'acier damassé, il déclara avec fierté qu'à la sortie du bain d'acide, l'aspect visuel général de sa lame était profondément satisfaisant pour ses yeux d'artisan, qualifiant le dessin de très joli. Maintenant que son sabre de cavalerie était enfin totalement prêt, assemblé et scellé par son bouton de rivure, Henry Walker croisa les doigts de toutes ses forces en pensant pourvu que les $10 000 de la victoire me reviennent à la fin des tests, ce qui récompenserait tous ses sacrifices. Dans l'Utah, Brandon Androski se trouvait exactement dans la même situation de rush finale. Il s'exclama devant son établi que c'était le tout dernier jour de l'épreuve de force et qu'il avait encore un plein boulot de finition à abattre en quelques heures, notamment pour fignoler l'ajustement esthétique de son manche en noyer et bronze, pour apporter une touche d'élégance militaire supplémentaire et historique. Il décida de mettre en œuvre une technique classique. Il expliqua qu'il allait enrouler un fin fil de cuivre torsadé tout autour de son manche recouvert des cuirs, selon son expérience. Ce filigrane métallique permettait d'offrir une excellente prise en main antidérapante en créant des reliefs texturés avec le cuir, à la condition expresse que l'on serre bien le fil de cuivre comme il faut lors de la pose pour qu'il ne bouge plus d'1 millimètre. L'idée générale de cette opération, ajouta-t-il, était aussi et surtout de rendre le tout le plus esthétique et le plus fidèle possible au sabre d'officier de la grande armée impériale. Une fois le filigrane posé et bloqué sous le pommeau en bronze, Brandon admira son œuvre et se dit que là, le résultat était vraiment joli à regarder. Il confia aux caméras qu'il avait pris un plaisir fou et immense à fabriquer ce sabre historico cours des 4 derniers jours dans son atelier. Il se déclara profondément et totalement satisfait de la qualité de son travail de forgeron, estimant avoir livré une de ses plus belles pièces. Chapitre 17. Le retour à la forge et l'épreuve de létalité. Les 2 finalistes, Henry Walker et Brandon Androski, firent leur retour triomphal dans la grande forge centrale de l'émission, portant chacun une longue boîte en bois contenant leurs sabres de cavalerie respectifs. Ils prirent place devant la table des juges, sous les applaudissements de l'équipe technique. Le présentateur prit la parole d'un ton chaleureux et solennel pour leur souhaiter la bienvenue. « Messieurs, bienvenue à la forge pour cette 3e et ultime session de test destructeur. » Il rappela l'enjeu immense en regardant les 2 hommes. Vous aviez exactement 4 jours de temps chez vous pour réaliser un sabre de cavalerie de la légendaire Grande Armée de Napoléon,
en observant les deux armes posées côte à côte sur la table. Le présentateur ne cacha pas son admiration, faisant remarquer que vu d'ici, à cette distance, ils sont tous les deux très ressemblants et magnifiquement exécutés. Mais, ajouta-t-il avec gravité en désignant le chèque exposé sur le côté, afin de déterminer de manière incontestable lequel d'entre vous deux repartira ce soir avec le titre prestigieux de meilleur forgeron de la saison, ainsi que le chèque d'une valeur de 10 000 $. Vos armes respectives doivent impérativement passer une série de tests impitoyables devant notre jury. Avant de lancer les hostilités pratiques. Le présentateur invita les deux artisans à s'exprimer brièvement sur la fiche technique de leur création. Parlez-moi un peu en détail de la composition de vos sabres de cavalerie. Henry Walker prit la parole le premier, expliquant sa démarche avec précision. Pour la fabrication de ma lame historique, j'ai réalisé un acier damassé composite à partir d'un mélange de 3 nuances d'acier bien connues, à savoir de l'acier 80 CRV, du 1084 et du 15N20 pour les lignes brillantes. Concernant les éléments de la garde, à savoir le padane, le quillon protecteur et le pommeau final, ils ont tous été réalisés avec soin à partir d'acier de récupération issu d'hameçons massifs forgés ensemble. Enfin, le manche en bois lui-même est entièrement recouvert d'une bande de cuir noir pour l'ergonomie. Le présentateur hocha la tête avec approbation et répondit d'accord. C'est super comme choix de matériaux. Il se tourna ensuite vers le deuxième finaliste. Et vous, Brandon? Que pouvez-vous nous dire sur votre sabre? Brandon s'avança et expliqua à son tour. De mon côté, ma longue lame courbée est entièrement forgée à partir d'un bloc homogène d'acier de nuance 80 CRV2. Concernant mon manche et ma garde, c'est une sorte de créature de Frankenstein esthétique avec un mélange harmonieux de fils de cuivre, de pommeaux en bronze coulé et d'un revêtement en cuir véritable. Le présentateur les remercia pour ses explications passionnantes et annonça la suite logique. Messieurs, vos sabres de cavalerie sont encore à vérifier en action. Nous allons immédiatement commencer les tests par le redoutable test de létalité qui va être mené par notre expert Doug sur des carcasses de viande. Le groupe se déplaça vers la zone de test de létalité où étaient suspendus de grands blocs de viande, flanqués de canne à sucre pour simuler la résistance des os et des tissus d'un adversaire sur un champ de bataille du XIXe siècle. Doug prit place au centre de la pièce, ajustant ses gants de protection. Le présentateur se tourna vers l'artisan de l'Oklahoma. « Henry, vous êtes prêt pour ce premier test ?» Henry prit une grande inspiration, redressa les épaules et répondit d'une voix ferme. « Absolument. Je suis prêt. » Doug s'approcha de la table, saisit délicatement le sabre en acier damassé d'Henry et se mit en position de garde. En observant le juge armé de sa création, Henry sentit une pointe d'angoisse monter en lui, avouant intérieurement qu'il ne savait pas du tout si son sabre serait performant et résistant lors d'un impact aussi violent. Il rappela que sa lame avait été volontairement forgée de manière assez fine sur son épaisseur afin qu'elle soit la plus légère et la plus maniable possible pour un cavalier. Donc oui, admit-il avec franchise face à la caméra. J'emmène pas large à cet instant précis du test car la finesse peut être un point faible si l'acier est trop fragile. Doug poussa un grand cri de guerre et abattit le sabre d'Henry d'un geste diagonal foudroyant à travers la carcasse de viande et les cannes à sucre, sectionnant net le bloc dans un bruit sourd de découpe parfaite. Il effectua ensuite plusieurs mouvements de moulinet rapide dans l'air pour tester l'ergonomie de la poignée. Doug se tourna vers Henry, le visage illuminé par un grand sourire de satisfaction, et livra son verdict officiel. Henry, pour commencer l'évaluation de cette arme, je dois dire de manière tout à fait objective que votre sabre de cavalerie est extrêmement léger et équilibré. Bien vu de votre part, car cette caractéristique technique essentielle le rend vraiment très facile et agréable à manier, dans toutes les directions sans fatiguer le poignet de l'utilisateur. De plus, la construction soignée de votre manche recouvert de cuir offre une très bonne prise en main, ferme et totalement antidérapante lors de l'effort. Pour ce qui est des capacités de votre tranchant en damas,
Je dois dire que je suis profondément impressionné par ses capacités exceptionnelles à couper proprement les tissus et les cannes à sucre les plus denses. Il attaquait officiellement la 3e épreuve de la compétition. Son tout premier objectif stratégique était de réaliser un acier damassé de haute technicité, présentant un très joli motif de lignes entrelacées qui ressortirait magnifiquement après la révélation finale à l'acide. Pour obtenir ce résultat, il empila de nombreuses couches d'acier différents qu'il souda ensemble à la forge. Il expliqua la difficulté de l'opération. Lorsqu'on vient torsader manuellement une billette de damas chaud pour créer les motifs, le risque majeur et permanent est d'y aller beaucoup trop fort avec les outils et que la barre de métal ne se casse net en 2 morceaux sous l'effet de la torsion. C'est pourquoi, par mesure de sécurité, il choisit de garder pas mal d'épaisseur sur sa barre de départ pour amortir les contraintes mécaniques. À la fin de cette première et longue journée de labeur, alors que le soleil se couchait sur les plaines de l'Oklahoma, Henry constata avec satisfaction que le premier jour touchait à sa fin et qu'il avait pleinement accompli son objectif principal de réaliser une billette torsadée saine et sans inclusion. Il admit qu'il se sentait un peu en retard sur son planning théorique initial. Mais il se rassura en se disant que ça allait pour un premier jour et que l'essentiel de la matière première était prêt. Pendant ce temps, dans son propre atelier situé à Provo dans l'Utah, Brandon Androsky avait choisi une stratégie différente pour sa lame, préférant se concentrer sur un acier homogène de haute résistance plutôt que sur un damas complexe. Il annonça qu'il allait m'attaquer directement à un grand morceau d'acier de nuance 80 CRV. 2. Un matériau réputé pour sa robustesse exceptionnelle et sa capacité à conserver un tranchant rasoir. Comme son bloc initial était particulièrement long et massif, Brandon se dit avec soulagement qu'il avait largement de l'argent en matière pour atteindre les dimensions demandées par le cahier des charges. Il alluma sa forge à gaz et commença par lui donner sa courbe initiale caractéristique sur l'enclume. En frappant de grands coups cadencés, il expliqua aux caméras que le point le plus difficile et le plus exigeant physiquement dans le fait de forger ce grand sabre entièrement à la main, sans aide extérieure, était sans aucun doute de respecter scrupuleusement cette forte courbure réglementaire tout en maintenant la rectitude des flancs. Il savait que ça allait chauffer sec dans l'atelier pour modeler une telle masse de métal. À la fin de sa propre première journée, Brandon contempla son travail avec fierté. La première journée était officiellement terminée pour lui et sa longue lame était entièrement forgée à la forme brute. Il se déclara très content de la taille de la longueur obtenue, qui entrait parfaitement dans la fourchette du cahier des charges. Pour le programme du lendemain, il prévoyait qu'il finirait de meuler proprement les surfaces de sa lame pour dessiner les émoulures, et qu'il ferait un traitement thermique rapide pour stabiliser l'acier avant la trempe définitive. C'était un sentiment délicieux d'être en avance sur le temps. Au matin du 3e jour, Henry Walker avait lui aussi bien progressé dans son atelier de l'Oklahoma. Il se réveilla aux aurores, constatant avec joie que c'était déjà le matin du 3e jour et qu'il avait réussi à étirer proprement sa longue lame en acier damassé jusqu'à la longueur réglementaire. En plus de ce travail sur l'acier, il avait également profité de ces temps de pause pour fabriquer minutieusement toutes les parties constitutives de son manche complexe, y compris la garde en métal et le pommeau. En faisant le point sur son plan de travail, il pensa avec confiance qu'il était parfaitement dans les temps qu'il s'était fixés. Il comprit qu'il devait maintenant passer sans plus tarder à l'étape la plus critique et la plus redoutée de tout le processus de fabrication: le traitement thermique global et la trempe dans l'huile. L'heure de vérité avait enfin sonné pour l'artisan. Il chauffa la longue lame de damas à une température homogène avant de la plonger d'un geste rapide et rectiligne dans un immense bac vertical rempli d'huile de trempe. Après le refroidissement complet du métal, il sortit la lame du liquide pour l'inspecter visuellement sous une lumière rasante. La question cruciale qui l'obsédait était de savoir si sa lame était parfaitement droite ou non. Après le choc thermique, en posant la tranche sur son établi, le verdict tomba, implacable: elle ne l'était absolument pas.
en observant la torsion prononcée qui venait d'apparaître sur le tiers supérieur de la lame. Henry sentit son cœur se serrer de déception. Il s'exclama avec effroi que c'était la cata absolue. Car la trempe venait de déformer complètement et violemment sa magnifique lame en damas sous l'effet des tensions internes du métal. L'acier était certes devenu bien dur comme requis. Mais la lame était toute tordue et inutilisable en l'état pour un sabre militaire. Après quelques secondes de découragement, Henry se reprit, refusant d'abandonner si près du but. Il se dit que tout n'était pas encore perdu pour lui. Car il avait la possibilité technique de recommencer entièrement le traitement thermique en effectuant un recuit pour adoucir le métal, le redresser à chaud sur l'enclume, puis retourner une nouvelle fois à la trempe en croisant les doigts. Il retourna donc au feu, espérant de tout son cœur que ça se passerait beaucoup mieux cette fois-ci et que l'acier ne casserait pas. Après cette seconde tentative stressante, il sortit la lame de l'huile et constata avec soulagement qu'il avait eu de la veine. Il y avait encore quelques légères déviations mineures sur le fil. Mais il savait qu'il pourrait toujours facilement rattraper ça à la meuleuse lors des finitions. Au même moment, dans l'Utah, le début du 3e jour se levait également pour Brandon. Mais l'ambiance était loin d'être à la fête dans son atelier. En observant sa lame posée sur l'établi, Brandon admit qu'il ne se feeling pas très confiant du tout concernant la qualité structurelle de son acier. La veille, il avait procédé à la trempe de son grand sabre dans une huile qui était restée froide, ce qui constituait une grave erreur technique de sa part. Il expliqua avec regret que ce n'était pas très malin du tout d'avoir fait cela, parce qu'une huile froide a une fâcheuse tendance à refroidir le métal beaucoup trop brutalement, ce qui rigidifie excessivement la lame et crée d'immenses tensions internes qui peuvent provoquer des micro-fissures invisibles à l'œil nu. Il reconnut qu'il avait tout simplement oublié de chauffer préalablement l'huile de son bac avec une barre de fer rouge comme il le faisait habituellement chez lui. Face à ce doute affreux, il décida que le programme du jour serait clair et sans concession. Il allait repasser entièrement à la trempe après avoir redressé la lame, tout en menant de front le travail de sculpture de son manche en bois et la fabrication de sa garde métallique. Après avoir chauffé son huile à la bonne température, il effectua sa nouvelle trempe avec un succès total. En sortant le sabre du bac, il constata avec une immense joie que voilà, on était enfin bon et que la lame était restée bien droite sur toute sa longueur. Il se dit qu'il avait vraiment bien fait de prendre le risque de recommencer sa trempe pour s'assurer une base saine pour la fabrication de son manche bicolore. Il choisit d'utiliser un magnifique morceau de bois de noyer sombre pour la base principale. Pour la calotte protectrice du pommeau, il opta pour un coulage en bronze véritable qui apporterait un très bel effet visuel et un contrepoids ideal. Et pour la fabrication de la garde à branches, il prit un joli morceau d'acier de nuance W2 qu'il commença à sculpter artistiquement. En s'activant sur ses machines, il déclara que là, il fabriquait son padane de protection. Son projet esthétique était bien défini. Il croyait qu'il allait partir définitivement sur un manche ergonomique présentant un léger corbeau à son extrémité pour assurer une excellente rétention lors des mouvements de coupe. À la fin de cette 3e journée exténuante, Brandon fit le point sur sa situation. La 3e journée était officiellement terminée pour lui. Quelle journée intense de stress et de rebondissement, se dit-il en nettoyant son atelier. Il calcula avec satisfaction qu'il ne lui resterait plus qu'à effectuer l'assemblage final de toutes les pièces le lendemain matin, et que son sabre de cavalerie serait enfin totalement prêt pour le grand voyage vers le studio. Chapitre 16. L'heure des finitions. Le 4e et dernier jour de la finale était arrivé dans les 2 ateliers personnels des candidats. À Hobart, Henry Walker ressentait